Moi je pense que déjà il faut pas oublier que l'étude Spiva c'est fait par S&P Global et S&P Global c'est les gens qui vendent le S&P 500. Si vous aviez 5 critères à nous partager, du style qualitatif quality, lesquels de ces 5 est-ce que vous garderiez vraiment pour vraiment sélectionner des entreprises de qualité? Mais vraiment scandale, en vrai c'est vraiment le premier truc qui me fait revendre une action. Quel est le portefeuille idéal pour un débutant? Est-ce que vous pensez que les ETF doivent quand même être intégrés à un portefeuille en bourse ou est-ce qu'on doit faire que des actions? Quel a été le déclic justement du passage? Tu m'as dit ETF et ensuite tu es plutôt parti sur les actions. Quel était ce déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a amené à créer cet outil EQinvest? Souvent ceux qui débutent, même moi quand j'ai débuté, tu vois, tu choisis un peu à la louche ou souvent tu te concentres plus sur le dividende. Tous ces investisseurs quality long terme en fait ils ont pas du tout la même gestion que les fonds classiques de Wall Street. Moi je pense que c'est beaucoup plus dangereux de se focaliser sur l'aspect quantitatif, des chiffres, mais en fait il faut regarder ce qu'il y a derrière. L'entreprise qui a un avantage compétitif, un moat énorme et durable en fait, et là je me pose même pas de questions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sony de Sequoia. Aujourd'hui, nouveau podcast. Alors c'est très rare les podcasts, mais là c'est bon, j'ai décidé d'en refaire. Et j'interviewe même en ce moment même deux personnes, Jean et Hugo de la chaîne EQinvest. Alors ils ont aussi développé un outil qui permet de sélectionner vraiment les meilleures actions, qui vous permet aussi de filtrer les bonnes et les mauvaises actions. Et justement dans cette interview, dans ce podcast, on va voir tout simplement comment éliminer 90% des actions perdantes et de se concentrer uniquement sur le top 10%. Et justement, j'ai interviewé ces personnes-là qui se concentrent vraiment sur cette stratégie qu'on appelle quality, c'est-à-dire de choisir des actions de qualité qui peuvent surperformer à long terme. Et donc, qui de mieux que ces deux personnes qui ont construit un outil incroyable qui existe. Donc, l'outil s'appelle EQinvest, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est EQinvest. Donc moi effectivement, donc j'ai la chaîne EQinvest et avec Jean on anime aussi donc un podcast Focus Fondamental. C'est ça sur YouTube aussi. Super. De toute façon, je vous partagerai les liens. Tout ça sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Tout ça sera présenté. En parlant de présentation, présentez-vous les gars. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vas-y Jean, je t'en prie. Tout ça, Jean. Écoutez, donc enchanté, moi c'est Jean, donc je suis artisan miroiterie vitrerie, donc je m'occupe de tout ce qui est le verre, je travaille le verre, sauf dans celui avec lequel on boit, mais sinon tous les autres verres, voilà. J'y travaille dedans, donc artisan, je suis basé donc en région parisienne, j'ai racheté la société il y a une semaine et demie, donc c'est tout récent dans laquelle je travaillais, et voilà, maintenant je vais essayer de scaler ce business, et justement avec l'argent récolté dans ce business principal, développer la bourse, envoyer des plus grosses cartouches, j'ai envie de dire, à la base, et voilà, donc sinon j'ai 24 ans, et je suis une région parisienne. Ok, et donc du coup, cet argent-là que tu fais, tu as racheté une entreprise, oui. L'argent que tu génères, donc est-ce que tu le réinvestis ou pas dans cet outil-là que tu as développé avec Hugo, qui est de EQinvest? Est-ce que tu le réinvestis? Et comment est-ce que tu en es arrivé à créer cet outil? Enfin, est-ce que c'est toi qui as créé cet outil? Comment est-ce que vous en avez là avec Hugo, avant qu'on aille sur la présentation d'Hugo? Comment est-ce que tu en es arrivé à EQinvest? Alors pour l'application, donc c'est vraiment Hugo qui gère tout, parce que c'est lui le développeur, c'est lui l'UX, etc. Moi c'est beaucoup, on va dire, je donne des conseils. En fait, moi vu que j'ai pas du tout ce profil tech, voilà, par exemple des choses dont j'ai besoin, je vais être en mode tiens Hugo, est-ce que tu peux me les faire, tu peux me les racheter dans l'application, etc. C'est comme ça qu'il va m'aider. Et on va dire que c'est Hugo qui fait toute l'application, mais on va dire que c'est Hugo le principal cerveau de l'application. Moi c'est vraiment le côté j'ai besoin d'un produit, enfin j'ai besoin d'avoir une métrique, cette métrique en particulier, etc. Et je vais faire en sorte que Hugo puisse la placer dans l'application. Après je vais être un peu le conseil, enfin tu vois, quand on testait l'application en off, je disais ça c'est pas trop top, etc. Donc il remodifie, mais sinon c'est vraiment Hugo qui se spécialise dans l'application. Moi c'est vraiment pas mon business principal, c'est vraiment la miroiterie vitrerie, et c'est là-dedans que j'essaie de me concentrer vraiment, parce que à un moment j'ai voulu être diversifié, faire un peu tout à la fois, et en fait on se rend compte que c'est pas tenable dans le temps. Donc je préfère me spécialiser, et à côté de ça j'ai cette passion du podcast qu'on fait ensemble, cette passion du stock picking, mais vraiment au début c'était allez, je fais un peu de miroiterie, un peu de stock picking, un peu d'investissement dans le vin, etc., que j'aime beaucoup aussi, un peu dans les matières premières, or, etc. Mais en fait c'est ingérable, donc vraiment je me concentre sur le business principal qui rapporte quasiment tous les revenus, là où j'ai le plus gros endettement aussi, donc faut se spécialiser là-dedans. Et à côté de ça,
j'ai cette passion pour le stock picking, la bourse, la finance, la macroéconomie en général, enfin l'économie. Et voilà, et donc après, je dis à Hugo. Très bien. Ok, donc j'ai besoin de Hugo, ça. du coup, j'imagine que sa présentation, il a déjà un peu commencé. Mais C'est du coup, ça. toi, comment t'en es arrivé là-dedans à créer cet outil? Ouais. Qui es-tu? On aimerait en savoir un peu plus. Donc du coup, moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, bientôt 27. Et donc j'étais en région parisienne aussi avant. Et en fait, moi j'ai un profil assez tech, c'est-à-dire que j'ai été développeur, puis product designer. Donc product designer, en gros, c'est concevoir les interfaces des applications, donc tout ce qui va être UX, UI. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et en 2022, début 2022, je suis tombé dans la bourse parce que je commençais à gagner un peu d'argent avec mon travail. Et forcément, comme tout le monde, une fois que tu as de l'argent de côté, tu te dis qu'est-ce que j'en fais? Je vais pas me la faire bouffer par l'inflation sur mon livret A. On connaît le système. Voilà. Et puis en plus, c'est tout ce qu'on n'aura pas de retraite. Non. Donc il faut faire en sorte de se la préparer. Et donc je suis rentré dans l'engrenage, les ETF, tout ça, le DCA, machin. Et j'ai passé 1 an à peu près à me focus où j'ai fait vraiment que de l'ETF à 100%. Donc c'est là le déclic que tu as eu, c'est à ce moment-là. Quel a été le déclic justement du passage? Tu m'as dit ETF et ensuite tu es plutôt parti sur les actions. Quel a été ce déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a amené à créer cet outil EquiInvest? En fait, ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que plus je m'intéressais à la bourse, plus je me passionnais de bourse et je me disais mais en fait je peux pas rester juste sur les ETF, il va falloir que j'aille chercher un peu plus loin. Puis j'avais aussi envie de faire du stock picking pour me former en fait, tout simplement. J'avais aucune idée de comment ça marchait, donc j'ai commencé à me former dessus. Au départ, j'étais parti sur une stratégie un peu dividende. Au final, j'y suis jamais allé. Puis je suis tombé sur la stratégie quality courant 2023, été 2023. Et en fait, à partir de là, c'était une sorte de déclic. Parce que j'ai compris que en fait, c'était rationnel, quoi. La stratégie quality, c'est on prend les meilleures entreprises, on les analyse avec des critères rationnels, on fait une analyse fondamentale, on essaye de les acheter au bon prix. Puis voilà, quoi. Après, le process, il roule tout seul, entre guillemets. Et j'ai commencé à bidouiller en fait, un screener dans mon coin sur Google Sheet, où je rassemblais des données à droite à gauche. Et c'est ce que je fais actuellement avec les Séquoiens d'ailleurs, quand je compare à ton outil à toi. C'est vrai que nous on se débrouille, on est ici sur de l'analyse fondamentale, on coche des cases pour mettre des niveaux. Toi aussi tu fonctionnes pareil avec des notes pour justement délimiter les zones d'action et mettre une note sur 20 un peu. Ouais, exactement. Et en fait, moi, le Google Sheet, je connaissais pas du tout. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. Et je me disais, mais en fait, au lieu de perdre mon temps à essayer de coder des trucs sur Google Sheet, des fonctions machin compliquées, moi, ce que je sais faire, c'est de développer des applications. Et en fait, je me suis dit, mais ça me prendrait 1 semaine de faire ça dans une app. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer un side business et commercialiser du coup un petit screener comme ça au départ. Et c'est là que j'en suis venu à la chaîne YouTube. Je me suis dit, pour commercialiser ça, j'ai besoin d'un canal. Donc, moi, je suis parti sur YouTube parce que c'est ce que je préfère, en fait, tout simplement. Et j'ai lancé la chaîne donc, fin 2023, en novembre. Ça a grossi assez vite et je me suis dit, quand j'atteins les 1000 abonnés, je lance un MVP. Donc, la première version, c'était vraiment juste un screener tout bête. Il n'y avait même pas de détails sur les entreprises. Il n'y avait que 1600 actions. Enfin, c'était vraiment tout petit. Et donc, j'ai lancé le screener ensuite en mars 2024. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour ceux qui nous écoutent, un screener, qu'est-ce que ça permet quoi dans l'univers de la bourse et qu'est-ce que à quoi peut servir un screener pour les débutants qui souhaitent investir? Tout à fait. En fait, un screener, c'est un gros tableau qui va recenser toutes les entreprises, toutes les données. Alors, en fonction des screeners, il y a plus ou moins de données et plus ou moins de profondeur aussi dans les données. C'est très facile d'avoir des données sur 1 an à 5 ans. On peut les trouver à peu près partout sur Yahoo Finance, tout ça. Mais dès qu'on veut remonter un peu plus loin et avoir des données sur 10, 15, 20 ans, c'est très compliqué. Et en fait, voilà, c'est ça le scanner. Ça permet de filtrer sur certains critères quantitatifs. Ça peut être les retours sur capitaux, les marges, la croissance. Et ça permet de trouver des entreprises qui répondent à ces critères. Après, ça dépend de la stratégie. Si on est plus dividende, ça va être des critères basés sur le dividende. Quality, ça va être les critères quality. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Value, ça va peut-être plus être la valorisation. Enfin, voilà. Justement, vas-y. L'avantage de ce screener, justement, c'est qu'en un coup d'œil, en fait, parce que sinon, dans pas mal d'applications, il faut déjà connaître l'entreprise que l'on cherche, que l'on souhaite chercher, son ticker, etc. Alors que là, le screener, en un coup d'œil, tu peux avoir, j'ai envie de dire, la liste des 8000, plus de 8000 actions. 47 000. 47 000, voilà. Il y en a beaucoup. Il faut toute une vie pour les analyser. C'est pour ça tu vois, que j'aime bien répéter ça. C'est que sur les 47 000 qu'on a,
souvent, ceux qui débutent, même moi quand j'ai débuté, tu vois, tu choisis un peu à la louche, ou souvent tu te concentres plus sur le dividende. Et en fait, quand tu viens poser tous ces filtres-là que tu dis sur un screener, tu passes de 47 000 à 500, voire 400, voire 300. Et c'est là que ça commence à bien filtrer. Ouais. Et en fait, avec la note, tu vois, qui est, parce que dans l'application, comment c'est présenté, avec la note qui est donc tout à gauche, ça permet de mettre en avant, par exemple, quand tu as une idée préconçue, je sais pas, par exemple, je veux chercher ExxonMobil. Tu marques ExxonMobil et en fait, la ligne d'après, ça peut être, je sais pas, IDEX, l'entreprise IDEX, et tu dis, IDEX, elle a une meilleure note qu'Exxon, donc, attends, je vais peut-être jeter un coup d'œil là-dessus. Et en fait, tu vas voir que ta psychologie, elle va changer et tu vas peut-être plus concentrer ton analyse sur IDEX que sur Exxon ou que sais-je encore. C'est vraiment ça l'avantage, c'est en un coup d'œil, tu peux sélectionner ou tu peux déjà te faire ton avis sur, par exemple, tout un secteur. Dans les filtres, tu mets juste pétrolière et au moins tu auras toutes les pétrolières, la liste entière. Et là, c'est le top. C'est super intéressant. En fait, tu gagnes du temps parce que j'ai envie de dire... on passe tellement de temps à faire nos analyses, etc., que déjà, si tu peux en gagner un peu, rien qu'en sélectionnant déjà un tout petit panier d'actions, et déjà au niveau de la note, parce que si tu as, je sais pas, par exemple, tu mets technologique, ou même PEA, tu mets le filtre PEA, tu vois qu'il y a, j'ai envie de dire... que 10% des actions qui ont une note au-dessus de 15, peut-être se concentrer déjà sur le haut du panier avant que d'essayer d'aller chercher des entreprises moyennes ou voire ce qu'il faut retenir à travers ça, c'est vous, ce que vous faites, c'est que vous avez vraiment une méthodologie d'analyse. C'est ce que je répète souvent aussi sur ma chaîne, c'est lorsqu'on analyse des actions, il faut vraiment que vous ayez un cadre d'analyse, vraiment une méthodologie avec des critères, avec des indicateurs, des scores, comme peut le faire sur EQ Invest ou comme d'autres outils que vous pouvez retrouver sur Internet. Et ça, c'est super intéressant. Vraiment, je pense que ça serait même notre premier conseil. Ça aussi, on a oublié de le préciser. Tout ce qu'on va dire ne sont pas des conseils en investissement. Faites bien vos propres recherches. Investir comporte des risques de perte en capital, mais s'abstenir aussi. Je pense que vous le savez. Ça, c'est clair. J'aimerais juste revenir par rapport à votre méthodologie d'analyse. Quels a été les courants, les grands investisseurs qui vous ont inspiré? Est-ce que, par exemple, en parlant de Benjamin Graham avec le value investing, de Peter Lynch, moi j'aime bien Peter Lynch, je le considère vraiment comme un rationnel, ou encore, j'avais noté Terry Smith. Est-ce que vous avez vraiment des investisseurs un peu légendaires, j'aime bien dire, qui vous ont inspiré dans la construction de votre outil ou dans la construction plus globale de votre méthodologie d'analyse? Ouais. Moi, le premier livre que j'ai lu, c'était L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Je pense qu'on a tous commencé par lui. Je l'ai trouvé absolument indigeste. Honnêtement, c'est pas du tout un livre que personnellement je recommanderais à quelqu'un qui débute. Je pense que tu as les 3/4 des chapitres qui servent à rien et qui sont plus à jour. Mais il y a quand même, notamment, je crois que c'est le chapitre 8, là où il parle de Mr. Market, qui est vraiment pas mal. Mais sinon, c'est vrai que moi, c'est pas forcément un investisseur qui m'a marqué. Moi, je dirais que j'ai 2 livres qui m'ont vraiment permis de progresser très vite. C'est The Quality Growth Investor. Quality Growth Investor de Long Equity. Donc, c'est un tout petit livre de 100 pages. Alors, c'est en anglais, mais c'est assez facile à lire parce que vu que c'est que des termes de finance, c'est des termes qu'on retrouve souvent. Et donc c'est 100 pages et c'est un manuel en fait. C'est vraiment, c'est pas de la théorie, c'est que de la pratique. Il va repasser tous les critères quantitatifs, l'income statement, la balance sheet d'une entreprise, le cash flow, comment tu retrouves les free cash flow par rapport à toute la chaîne des flux de capitaux dans l'entreprise. Tous ces critères-là, même il parle du moat, il parle de pas mal de choses. Comment ensuite construire son portefeuille, il parle même de comment mesurer sa performance avec le TWR, qui n'est pas forcément une notion facile à appréhender au début. Et je trouve que lui vraiment, pour peu qu'on lise un peu l'anglais, mais aujourd'hui tu prends une photo, tu l'envoies à ChatGPT, c'est traduit en quelques secondes. En 2 secondes. C'est vraiment le livre, je trouve, qui m'a le plus apporté. Mais sinon, après, en termes d'investisseurs, moi j'aime beaucoup Chris Meyer. Je ne sais pas si tu connais, il a écrit le livre 100 Baggers. C'est ça. Et alors, c'est qu'en anglais aussi. Il est un peu plus long celui-là, il fait 200 ou 300 pages, je sais plus, il est un peu plus compliqué à lire aussi. Chris Meyer, c'était Christophe Meyer, c'était ça. Et je sais plus si... Parce que le terme baggers, il vient de Peter Lynch, si je me trompe pas. Est-ce que Christophe s'est inspiré de Peter Lynch ou c'est l'inverse? Je sais pas. Alors je sais que lui, il cite un livre, c'est celui de... One Up, non, c'est... Je sais plus le nom, mais en dans tout cas, Chris 100 Meyer Baggers, est plus jeune, donc c'est Chris Meyer qui s'est inspiré de Peter Lynch. Mais 100 to 1 in the stock market, voilà, c'est ça. C'est un livre de
machin, Phelps, comme le nageur, mais c'est un autre prénom. On le trouve sur Amazon, mais il est assez cher, je crois qu'il J'avais vu, de toute façon, si vous avez envie de voir, c'est vrai que dans ton site sur IQ Invest, il y a la partie bibliothèque. Ouais, j'avais jeté un œil. Il est dedans. Donc, je mettrai aussi le lien dans la description, comme ça ils vont voir. C'est 100 to 1 in the stock market, et en fait il est sorti dans les années 70, et je crois que c'est lui qui a popularisé le terme bagger, justement, puisqu'il parle justement des 100 baggers dans les années 70. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le 100 bagger, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ? C'est une société qui fait x100, donc investit 10 euros et ça donne 1000 euros du coup, ou 10 000 euros, 1 million. Donc c'est sympa. Du coup on aimerait tous avoir des 100 baggers, mais déjà un bagger c'est un x2, un 10 bagger c'est un x10. D'ailleurs je crois que Peter Lynch il parle surtout des 10 baggers lui, il me semble. Mais voilà, et en fait il parle de toute cette notion là, et notamment ce qui est bien dans le livre 100 baggers, c'est qu'il parle de la notion de coffee can portfolio. Donc c'est la notion de western aux États-Unis. Tu mets tes pièces d'or, parce qu'à l'époque c'était de la vraie monnaie, des pièces d'or, tu les mets sous ton lit, tu les oublies dans une boîte de café, et tu reviens 50 ans plus tard et ça a pris de la valeur. C'est ça. Bon, faites pas ça avec des euros, ça marchera pas. Mais voilà, c'est cette notion-là, tu achètes des entreprises de qualité, tu les oublies pendant 10, 20, 30 ans, et quand tu reviens, ça fait x100, on espère. Et pourquoi et donc toi tu t'es inspiré, donc quels ont été, donc avec tout ce que tu nous as dit, il y a eu donc j'imagine Chris Mayer. Ouais. Il y a eu Peter Lynch un petit peu, du coup, indirectement Peter aussi. Lynch aussi, ouais. Est-ce que Warren Buffett, par exemple, dans l'équation, est-ce qu'il t'a... Pas tellement, parce que Warren Buffett, en fait, je sais pas, moi j'ai un peu du mal avec Warren Buffett, parce que c'est vrai qu'il a un profil assez particulier, où lui, concrètement... Plus médiatisé, peut-être aussi. Ouais, puis il a pas vraiment fait fortune en tant qu'investisseur, lui, il a fait fortune en tant qu'assureur. Ce qu'il a vraiment fait décoller, c'est Gecko, c'est son business d'assurance. C'est vrai qu'on le considère souvent comme un investisseur de génie, mais c'est surtout avant tout un businessman de génie, quoi. C'est un mec qui a racheté des entreprises, qui a fait de l'assurance. Donc c'est vrai que moi j'ai plus de mal à m'identifier à quelqu'un comme Warren Buffett, surtout qu'il a des positions assez particulières, quoi. Warren Buffett, oui, c'est vrai qu'on remarque. Il achète des trucs un peu bizarres parfois. Comme la radio, la Liberty Sirius, là, ça j'ai du mal un peu à comprendre. Moi, personnellement, je vois pas trop. Après, non, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est ton petit bébé, Bill Ackman. Bill Ackman aussi, c'est plus particulier, mais son approche activiste et tout, c'est vachement sympa quand on écoute ses interviews, quand il pitch Google ou CPKC, c'est vachement bien. Mais sinon, sur la partie pragmatique méthode, je trouve que Long Equity et The Quality Growth Investor, c'est top, parce que c'est eux, enfin c'est là que j'ai tiré tout le truc de la note sur 20, tout ça c'est vraiment dans ce livre qui théorise. Et à la fois, tu vois, c'est peut-être rassurant aussi pour ceux qui débutent, tu vois, d'avoir une note sur 20. C'est ça. Ils se disent, ok, on a été éduqué comme ça, le fait on a une note sur 20, on met un point vert, c'est assez plus rassurant. C'est vrai que nous, voilà, pour évoluer comme ça, c'est vrai qu'on peut faire le lien un peu avec l'école, et c'est vrai que c'est plus rassurant. Et justement, j'aimerais revenir sur cette notion peut-être de stock picking et de l'étude Spiva. Vous savez que l'étude Spiva en gros démontre que plus de 90% des gérants actifs ne battent pas le marché. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça, et en quoi est-ce que votre outil, en quoi l'analyse fondamentale de qualité pourrait justement battre cette étude Spiva? Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux-là? Peut-être Jean pour nous répondre. Bah écoute, honnêtement, j'en suis quasiment sûr que 90% des gérants de fonds perdent face au S&P 500 parce qu'il y a une pression, et en fait j'ai envie de dire, quand tu regardes ce qui se passe tous les trimestres, tu sais, quand c'est pas les 13F, si c'est les 13F. Les 13F, ils achètent tous à peu près pareil. En vrai, les gros de gros, à part des investisseurs comme Bill Ackman qui sont activistes value, etc. Mais tu vois, tout ce qui est Dave Canté Saria qui est vraiment investisseur qualité. Et là, pour le coup, c'était un investisseur qu'on avait présenté aussi, Dave Canté Saria. Ouais, il est top. Très, 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 très intéressant parce que c'est un investisseur, donc c'est un gérant de portefeuille qui fait que de la gestion. Rien que de la gestion, il achète des boîtes et il cherche pas à être activiste. Donc c'est un peu à la portée de tout le monde. Par exemple, moi je peux pas acheter du CPKC comme Bill Ackman a fait parce que j'ai aucun poids, je peux pas retourner le vote des actionnaires, etc. Alors que Dave Canté Saria, lui, peut acheter du ASML, il va se focaliser sur la qualité de l'entreprise et la valorisation. Mais pour l'étude Spiva, honnêtement, je pense qu'en tant que particulier, c'est assez dur de battre le marché sur le long terme. J'ai envie de dire, battre le marché sur 1 année, 2 années, 3 années, déjà consécutives, c'est déjà
un bon boulot parce qu'il faut passer du temps, en fait, il faut passer quand même énormément de temps. Et il y a tout l'aspect aussi mental qu'en tant que particulier, on n'apprend pas forcément. Et en fait, le mental joue beaucoup parce que acheter une action, c'est bien. La suivre, c'est très bien. Et la garder en portefeuille, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde, tu vois. Et moi, le premier, j'ai fait d'énormes bêtises, pour pas dire autre chose. Et en fait, on achète beaucoup d'actions parce qu'on a envie, je sais pas, on suit cet investisseur ou on suit notre pote qui a acheté cette action, etc. Le fait de battre le marché, je pense que c'est pas un travail à plein temps, mais sur la durée, faut être ultra concentré. Et les gestionnaires, les gestionnaires de portefeuille, je pense que eux sont des êtres humains, tout comme nous, et ils ont cette pression aussi, que tous leurs clients retirent l'argent de leur portefeuille. J'avais vu une interview, enfin pas une interview, j'avais lu un article comme quoi la journée du 7 avril de 2025, où il y a eu une belle année, enfin il y a eu une bonne période de crise, mais même pas en vrai, c'était 15%, le S&P 500 avait perdu 15%, du recul. alors qu'il était déjà à 28 de PE. Et en fait, ce gestionnaire de fonds avait passé toute la journée du 7 avril à faire le commercial, à appeler ses clients pour dire ouais, enlevez pas l'argent. Donc on se rend compte qu'en fait, le gestionnaire, il est complètement dépendant et vaut mieux pour lui qu'il se trompe, mais que tout le monde se trompe, que lui il a raison et que les autres se trompent, en fait. C'est beaucoup plus simple de suivre le mouvement, même si tout le monde se gourre, que de se démarquer des autres que sur une année, 3 années, etc. Et en fait, au final, on échoue quand même. Donc, je pense que battre le S&P 500, enfin, parce qu'on parle du S&P 500, tu vois, battre le MSCI China, je pense que ça a porté de tout le monde. Même le CAC 40. Ouais, c'est ça, tu vois. La pauvre Chine. La pauvre Chine, ouais. Mais battre le S&P 500, c'est un très gros travail déjà sur soi. Battre le Nasdaq, on n'en parle même pas. Mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est un challenge. Tout dépend de comment on le prend. Est-ce que c'est vraiment l'objectif d'une vie de battre le S&P 500 ou est-ce que j'ai mon business principal à côté, j'ai pas un side business, mais j'ai cette passion à côté du stock picking et pourquoi pas essayer de battre le S&P 500 en testant des stratégies, etc. Après, il y en a qui vont être très pragmatiques, qui vont acheter par exemple des actions Google, Microsoft, etc. Des trucs ultra solides. Il y a de très grandes chances qu'ils battent le S&P 500 sur le long terme, mais tu n'auras jamais trop testé, tu vois, tu peux pas faire des petits value plays comme on dit, acheter cette petite boîte dans laquelle tu crois parce qu'elle ne respecte pas à 100% ta checklist fondamentale ou quantitative, et je trouve ça dommage. Tu vois. Moi, personnellement, je ne bats pas le S&P 500 de mémoire, mais honnêtement, j'ai cette satisfaction d'essayer de tenter des trucs tous les mois, etc., d'améliorer ma stratégie, mon mental aussi en tant qu'investisseur, pour essayer de dénicher des petites boîtes sympas, peut-être suivre certains investisseurs. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a l'effet aussi, tu vois, de vouloir peut-être prouver. Il y a peut-être un peu d'ego aussi, tu vois, dans l'air. Beaucoup. Parce que moi, tu vois, je l'avoue, moi aussi, tu vois, tu sais, l'effet un peu battre le marché, montrer qu'on est meilleur que la masse. Je pense que c'est ce qu'on recherche un petit peu, un peu tous. C'est un jeu solitaire, la bourse. C'est un jeu un peu solitaire aussi. Mais je pense qu'il faut reconnaître ce biais qu'on a là, le fait de vouloir battre la bourse. Et il y a aussi cet effet aussi de temps, tu vois. C'est ok, sur 3 ans, peut-être que tu vas pas battre le S&P 500, parce que tu as quelques boîtes peut-être qui sont en phase baissière, et ensuite, 3 ans plus tard, peut-être qu'ensuite tu vas tout cartonner, et puis qu'après ça va reprendre. Il faut laisser du temps au temps. Je pense qu'il y a le temps et tout ça. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses Alors, moi, je pense que déjà, il faut pas oublier que l'étude Spiva, c'est fait par S&P Global. Et S&P Global, c'est les gens qui vendent le S&P 500. Déjà, c'est donc, biais. en fait, c'est biaisé. Déjà, ils ont tout intérêt à te dire que tu peux pas battre le S&P 500, sinon tu n'achèterais pas l'indice. Parce que S&P Global, il se rémunère... Index Funds, je crois que ça représente 30 ou 40% de leur revenus. En gros, un BlackRock qui fait un ETF sur le S&P 500, il reverse une partie de ses commissions à S&P Global parce que c'est eux qui ont le trademark S&P 500. Donc forcément, déjà, l'étude, elle est un peu biaisée. Ensuite, ils prennent en compte les fonds nets de frais. Et en fait, quand tu prends en compte les fonds, si tu retires pas les frais, il y en a beaucoup plus que ça qui battent le marché. Et comme a dit Jean, je pense que sur les gestionnaires de fonds, il y a en fait, ils essayent plus de suivre le marché que d'essayer vraiment de le battre, parce que tu as toute la pression des investisseurs derrière, des gens qui mettent de l'argent dans le fonds, et ils sont obligés d'avoir énormément de positions dans le portefeuille.
quand tu regardes la plupart des fonds, déjà en général ils sont pas 100% actions. La plupart des fonds qui sont pris dans l'étude, ils ont beaucoup d'obligations aussi, donc forcément tu peux pas battre le marché si tu es 40% en obligations. Et ils ont 100 ou 200 lignes en portefeuille, et on sait que plus tu as de positions en portefeuille, plus tu as de chances de juste faire la performance du marché. Parce qu'en fait, si tu as 500 boîtes, c'est comme si tu avais le S&P 500. Donc, c'est la diversification, comme disait Peter. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu veux battre le marché, déjà, il faut avoir un portefeuille concentré de moins de 20 positions. Allez, 30 si vraiment... voilà. Mais ouais, je pense que cette étude SPIVA, en fait, elle n'est pas adaptée à un investisseur particulier parce que ça mesure des choses qui sont pas du tout... ça n'a rien à voir. Un investisseur particulier ne va pas investir comme un gestionnaire de fonds. Et les exemples qu'on a donnés, par exemple, Dave Cantessaria, bon, Peter Lynch, c'est un mauvais exemple parce que je crois qu'il avait plus de 2000 actions en portefeuille. Mauvais exemple. En plus, il disait diversification d'un gars qui avait 2000 actions. Il avait 1400 actions. Mais tous ces investisseurs quality long terme, en fait, ils n'ont pas du tout la même gestion que les fonds classiques de Wall Street. Et la plupart de ces investisseurs-là battent le marché, en fait, parce qu'ils ont des portefeuilles concentrés, ils ont des grosses convictions, ils les gardent pendant longtemps. Et Oui, c'est vrai que Bill Ackman, il a combien de positions? Il doit avoir 6, même pas. Ouais, 8, je crois. 8, parce que Ouais, c'est pas 8. Chipotle, déjà, sa première action en tête de liste. Alors là, sa première action en ce moment, c'est Uber, 18% de son portefeuille. 10%, Ah ouais, il a... Son nouveau pari, ouais. il l'a acheté le trimestre dernier et c'est 18%. Donc en un trimestre, il l'a monté à 18% de son portefeuille. Oh, la vache. 10 milliards d'encours sous gestion. Hein. Et, Non, ça... 10 milliards d'encours sous gestion sont fonds, donc ah oui, ok, le Pershing Square, et il a donc 18% dedans. Ensuite, il y a son nouveau pari sur Hertz. Hertz. Ah, je connais pas la boîte. Le loueur de bagnole. les loueurs de véhicules, là, le logo jaune. Ah oui, c'est bon, le je vois. concurrent de Avis. Ça fait pas rêver. Ah hein. ouais, non, ça fait Bah ouais, justement, même en termes de notes. on a vu sur le screener, Ouais. je crois que ça a 2 sur 20 peut-être. Mais voilà, Et tu regardes le truc, ça, mais c'est une superbe question. c'est ingérable. J'en ai fait une vidéo entière Ouais. dessus, et en fait, à la fin, j'étais en mode, mais Pourquoi je comprends pas. Mais il le pitch à un moment, il pourrait y avoir un rapprochement entre Uber et Hertz. Donc peut-être que c'est un pari sur le long terme, parce que de toute façon, la détention moyenne d'une action chez Bill Ackman, c'est plus de 6 ans. Donc sur 6 ans, tu as quand même du temps pour... Je pense que c'est un pari de rachat. Quoi. C'est-à-dire que Mais moi, je pense qu'en tout cas, c'est une intégration. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Uber peut céder d'Hertz, notamment parce que Hertz, en fait, a un capital. Enfin, c'est vraiment pour le coup Hertz le value place par excellence. Comme quoi, si tu revends toutes les voitures de Hertz, tu vas retrouver, je crois, 2 fois la capitalisation boursière de Hertz. Ses actifs sont tellement importants. Puis ça a été super mal géré, ils ont acheté beaucoup de Tesla, mais les Tesla c'est super cher à fabriquer, enfin à entretenir. Et moi je pense que, et en plus il le met en avant même sur Twitter, comme quoi Hertz et Uber sur le long terme il y a peut-être un potentiel à jouer, notamment avec les véhicules autonomes, parce que Hertz a cette faculté de pouvoir beaucoup s'endetter. C'est une entreprise qui est beaucoup endettée, mais comme tous les autres loueurs de voitures, alors que Uber non. Mais Uber a l'application, a les personnes, a la data, chose que Hertz n'a pas forcément. Et je pense que les deux, si tu les lis ensemble, ça peut être joli. Donc, à voir sur les prochaines années. Et est-ce que du coup, vous pensez que l'analyse fondamentale du coup peut aussi avoir ses limites? C'est-à-dire, dans une autre mesure, une entreprise qui fait du 20 sur 20, par exemple, 18 sur 20, qui est vraiment au top du top, moi que j'appelle Gold Sequoia, je pense que mes élèves du coup vont reconnaître. Mais est-ce que vous pensez que ces actions qui sont de faire est-ce que c'est garanti que ça monte? Est-ce que, en gros, voilà, parce qu'on peut avoir du Uber, on peut avoir du Hertz pendant qu'il est 2 sur 20. Uber, je sais, c'est pas, ça n'a pas une belle note non plus. C'est pas terrible, je crois que c'est 9, 7 ou 8. 9, C'est même pas 9. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites justement à l'analyse fondamentale, Hugo? Moi, je peux te donner 2 exemples. Amazon qui est noté 8 sur 20 et pourtant c'est une super boîte. Mais Amazon, bon, elle n'a pas de marge. Mais on sait tous pourquoi elle n'a pas de marge, mais ça n'empêche pas que... moi, je la considère comme une entreprise de qualité, même si elle est 8 sur 20. Quoi. Et à l'inverse, il y a Evolution AB. C'est la claque de mon portefeuille. Aussi, c'est 17 sur 20, mais son cours de bourse, il fait que baisser. Et c'est là les limites de l'analyse quantitative. Alors, Evolution AB, c'est un cas vraiment particulier. Donc, je pense que... c'est vraiment particulier, mais c'est peut-être, je dirais, 1% du boulot, quoi. Sélectionner une entreprise sur ces critères-là, c'est facile, c'est rapide, tout le monde peut le faire. Il y a plein de screeners sur le marché, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça rapidement. Mais le gros du boulot, le 90% du boulot, c'est les fondamentaux de l'entreprise, c'est le business model, c'est le mode, c'est le management, c'est tout ça, quoi.
Moi, je pense que c'est beaucoup plus dangereux de se focaliser sur l'aspect quantitatif, des chiffres, mais en fait, il faut regarder ce qu'il y a derrière, parce que quand Meta s'est lancé, quand Google s'est lancé, bah, c'est qu'ils avaient tous des chiffres pétés, quoi. Ils étaient full endettés, niveau croissance du chiffre d'affaires, on n'était pas top, etc. Enfin, c'était des entreprises moyennes, hein, j'ai envie de dire. Et en fait, au final, bah, c'est devenu ce que c'est devenu, donc des Magnificent Seven. Aucune entreprise, quand elle se lance, peut être magnifique, mais si les fondamentaux sont bons, enfin, tu regardes les fondamentaux de Meta, c'était les précurseurs à le faire, bah ouais, en soi, ça vaut le coup de peut-être mettre un billet dessus, même si, à mon avis, quantitativement, quand Meta s'est lancée en bourse, elle devait être plus proche des 2 sur 20, 3 sur 20 que des 17 actuels. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus tendance à perdre de l'argent en se focalisant trop sur le quantitatif et pas assez sur les fondamentaux. Je pense que la valorisation, je pense que ça aussi c'est quelque chose. Et la valorisation, c'est tout un chapitre entier, je pense. On va y venir justement sur les critères, mais peut-être juste avant d'aller sur les critères, vous parlez justement d'un critère. Moi, j'aime bien ce critère un peu plus large. Vous parlez de moat économique. Ça, c'est un peu le concept de Warren Buffett, si je me trompe pas. Bon, repris aussi par Morningstar. Je sais qu'il y a plein de sites aussi qui reprennent et c'est vachement intéressant. Je sais pas si vous avez vu le graphique de Morningstar qui montre le Morningstar moat économique et avec le Morningstar S&P 500 global, on voit vraiment qu'il y a une différence de performance entre vraiment le moat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, parce que Hugo, tu as dit que ça représente 1% en gros, l'analyse qualitative, ça représente 1%, mais tu dis que tout ce qui est management, moat économique, qu'est-ce que ça permet en plus? Qu'est-ce que le moat économique? Peut-être que vous pouvez nous expliquer, Hugo. Et qu'est-ce que ça permet pour les jeunes investisseurs? Le moat, c'est l'avantage compétitif. Donc c'est qu'est-ce qui fait qu'on va continuer à consommer les produits d'une entreprise plutôt qu'une autre. Donc classiquement dans la définition classique du terme, il y a 5 types de moat. Il y a les actifs intangibles. Ça va être du LVMH ou du Hermès, c'est une marque forte. Hermès, voilà, ça existe depuis 200 ans. Je pense que dans 50 ans, les femmes voudront toujours des sacs Birkin. Il y a les avantages de coût. Donc là, typiquement, c'est Amazon, c'est le fait de pouvoir produire quelque chose moins cher que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein d'entrepôts dans le monde entier, parce qu'ils ont la chaîne logistique, parce que c'est Amazon. Les coûts de changement. Donc là, en général, ça va plutôt être sur le logiciel et sur le B2B. Donc typiquement, on a par exemple du Microsoft installé, du Excel dans une entreprise depuis 20 ans. Tout le monde est formé sur Excel, toutes les équipes, tout ça. Ça coûterait beaucoup trop cher de changer... tous les logiciels, de reprendre des licences, de reformer les équipes dessus. Donc ça, c'est le coût de changement. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour une entreprise de passer chez un concurrent, même s'il est meilleur, que de rester sur le logiciel actuel. Il y a... Pricing power. Non, pas le... Économie d'échelle. Non, ça, c'est les avantages de coût. L'effet de réseau. L'effet de réseau, donc ça, c'est le plus important. Donc voilà, typiquement, c'est quand... un produit prend de la valeur au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs dessus. Donc voilà, typiquement l'effet de réseau, plus il y a de contenu, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de contenu, etc. Ou YouTube, c'est un exemple typique. Franchement, là on vous envoie du contenu 100%. Alors prenez un stylo, prenez le quoi noter, c'est dingue. Et le 5e, c'est Efficient Scale. Alors il est plus dur à traduire en français celui-là, mais en gros c'est échelle efficiente ou marché efficient. C'est typiquement les chemins de fer. C'est que si tu ouvres une compagnie de chemin de fer demain, tu vas avoir besoin de X kilomètres de rails pour être rentable sur ta ligne. Si tu ouvres juste un Toulouse-Montpellier, tu vas jamais être rentable parce que tu n'auras qu'une ligne, qu'un wagon, tu pourras, c'est pas rentable. Et donc ça, c'est le fait que tu aies un marché qui soit limité à un certain nombre d'acteurs, parce qu'un nouvel acteur ne peut pas rentrer dans le marché parce que sinon il serait pas rentable. Ou ça rentre aussi un peu dedans, les marchés régulés. Typiquement, la FDJ en France, c'est un monopole, c'est régulé, il ne peut pas y avoir de concurrents. C'est un peu le moat un peu particulier. Quoi. Ouais, parce que ce qu'il faut se dire, en gros, c'est vraiment que l'entreprise a des marges, il faut les préserver au maximum, voire augmenter légèrement pour essayer d'aller chercher un peu plus de bénéfices, de free cash flow, peut-être pour réinvestir un peu plus facilement et pour que cette boîte justement puisse grossir à long terme. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Ouais, donc ce moat, je pense qu'il est indispensable pour vraiment, parce que une entreprise peut bien grossir sur 10 ans, mais la question à se poser, c'est pendant combien de temps est-ce qu'elle peut maintenir ça? C'est ça. Et le contre-exemple,
Une entreprise qui a pas du tout de mode, par exemple, c'est les supermarchés. Je pense que tout le monde sait. Tu vas au supermarché qui est. C'est pas plutôt, moi j'aurais dit, tu sais, Costco. Ouais, c'est le modèle un petit peu de Costco. Il y a Walmart et Costco, c'est économie d'échelle parce que le petit producteur, s'il vend plus à Walmart, il est out. D'accord, mais oui, Walmart parce que c'est Walmart, Costco parce que c'est Costco. Si on parle de Super U, globalement, tu prends le supermarché qui est le plus proche de chez toi, que ce soit un Leclerc, un Carrefour, un Auchan. Tu vas pas faire 5 km de plus parce que c'est un Leclerc, parce que t'adores Leclerc. Typiquement Hertz, tu vois, un loueur de voiture, c'est un loueur de voiture. Il n'y a aucun avantage compétitif derrière. Tu prends le moins cher. Parce que tu as les entreprises qui ont des avantages concurrentiels, mais je trouve que c'est différent. Il faut scinder vraiment l'entreprise qui a un moat, donc vraiment un rempart concurrentiel, parce que d'une entreprise qui a un avantage compétitif. J'ai envie de dire, toutes les entreprises ont des avantages compétitifs, mais pas toutes les entreprises ont des moats. Vraiment le moat à proprement dit, de Warren Buffett, etc. Est-ce que vous avez peut-être, pour rendre un peu plus criant avant qu'on passe justement aux critères d'analyse, que vous avez pour justement sélectionner les entreprises de qualité, est-ce que vous avez peut-être 2 entreprises qui possèdent un très fort moat, que vous pouvez, un exemple que vous avez, peut-être un chacun. Hugo, par exemple, t'en as un, ou Jean, tu veux commencer? Est-ce que t'en as en tête? Pour moi, vraiment, l'entreprise qui a un avantage compétitif, un moat énorme et durable, en fait, et là je me pose même pas de questions, c'est Canadian Pacific Kansas City, c'est CPKC, c'est plus vite de le dire. C'est une entreprise ferroviaire qui fait, c'est la seule dans le monde, j'ai envie de dire dans leur endroit, c'est la seule entreprise ferroviaire qui relie le Canada, les États-Unis et le Mexique, en intégrant tout, donc de l'ouest à l'est, du nord au sud. Il relie les ports, il relie toutes les gares de triage. C'est absolument énorme. Alors, c'est pas un business model qui fait rêver, là. C'est pas un business model à la Meta ou quoi que ce soit, mais ils ont un nombre de kilomètres, de miles de rails impressionnant. Le fait un nouveau concurrent, c'est pas possible. Déjà, un nouveau concurrent, il ne pourra pas concurrencer CPKC. Puis va construire une ligne de chemin de fer aujourd'hui. Va construire ça. Et surtout qu'eux sont propriétaires aussi des terres là où sont positionnés les chemins de fer. Donc c'est absolument de rail à côté, c'est pas possible. C'est absolument colossal. Il peut pas y avoir de rachat non plus parce que tu vois par exemple une autre entreprise concurrente, ça va être Union Pacific. Ils peuvent pas racheter CPKC parce que de 1 ça coûte cher et de 2 tu as le régulateur qui interdira. C'est vrai que les entreprises ferroviaires sont plutôt donc y a un sacré mode dessus. Voilà, c'est pas des entreprises qui font rêver, ce sont pas des entreprises avec des croissances exceptionnelles, mais c'est vraiment l'entreprise qui a un avantage compétitif indétrônable et durable, parce que sinon tu vas prendre Google, Google a la démote, mais Google dans 10 ans, dans 20 ans, c'est ça, on sait pas. Tu te poses des questions. Et toi Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Pas de souci. Écoute, moi je pourrais en citer. Alors Google, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un cas d'école parce que YouTube, pour moi, c'est un mot impressionnant parce que tu as l'effet de réseau. Et l'effet de réseau, c'est un des mots les plus difficiles à détrôner. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as une plateforme concurrente qui arrive et qui fait, je sais pas moi, une meilleure interface ou qui rémunère mieux les créateurs, personne n'ira dessus parce que tout le monde est sur YouTube. Et faire basculer à la fois les créateurs et les viewers, c'est impossible. Et ça, l'effet de réseau, c'est vraiment un mode qui est monstrueux. Alors après, pour tout ce qui est Google Search, tout ça, avec l'IA, ça peut se rediscuter, même si Google, aujourd'hui, ils sont... avec leur Google I.O. qui sont sortis, c'est très très fort. Mais sinon, pour te rejoindre un peu dans le mode un peu à l'ancienne physique, moi par exemple j'ai Canadian Natural Resources, alors je sais qu'on n'est pas forcément d'accord, c'est une pétrolière canadienne qui possède la quasi-totalité des... comment ça s'appelle ? Sables bitumineux. Des sables bitumineux, voilà, dans l'Alberta au Canada. Donc c'est une forme de pétrole qui s'extrait d'une manière minière. Donc c'est pas du forage classique comme du offshore, comme peut faire Total ou quoi. C'est vraiment, tu prends une pelleteuse, tu creuses et ensuite tu raffines le truc en pétrole. Et typiquement, c'est un avantage compétitif, pas forcément sur le produit final, parce que le client, lui, qui achète du pétrole au WTI ou du Brent, ils s'en foutent, ça reste du pétrole. Et dans tous les cas, tu n'as même pas de contrôle sur les prix parce que c'est une matière première. Mais les actifs que possède la société, c'est-à-dire les sables bitumineux qu'elle possède, parce qu'elle possède toutes ses terres, elle possède tous ses actifs, et c'est une des sociétés qui est la plus efficiente là-dessus, parce qu'elle a 30 ans de réserve
Donc c'est-à-dire que si elle continue à produire aujourd'hui au rythme sans faire de nouvel investissement, elle a 30 ans avant d'épuiser ses réserves. C'est la deuxième plus grosse... elle possède les deuxièmes plus grosses réserves au monde. C'est monstrueux. Et en plus de ça, de l'Alberta, t'en as qu'un dans le monde, quoi. L'Alberta, t'as pas deux Canada, t'as pas deux Alberta, il y en a qu'un, et des sables bitumineux, il y en a qu'à cet endroit-là. Alors il y en a un peu au Venezuela aussi, mais plus compliqué niveau politique. Ouais. donc voilà, typiquement, moi, je trouve une boîte qui a un avantage compétitif énorme. Ok. En tout cas, on a deux belles boîtes. Pensez à faire vos recherches aussi à côté, mais je pense qu'on a deux belles pistes. C'est bizarre, tu vois, ça provient quand même du Canada, hein, quand même les deux là. Il y a des entreprises très intéressantes au Canada. On a été étonnés honnêtement. Parce Canada que... et Suède, c'est assez. Je vais peut-être dire des conneries, mais Dollarama, parce que c'est une boîte canadien. Canadien. Je voulais rentrer à $120 dessus. Je me suis dit, ah non, c'est trop, ça fait que monter. Voilà, je sais pas combien c'est, ça doit être à 160. Dollarama, c'est fort, c'est un peu le Action de chez. Voilà, c'est comme Constellation Software. Pareil, c'est canadien. Tu vois, Brookfield Corp, etc. Les actions canadiennes sont vraiment. C'est vraiment. Pourtant, c'est moins connu, moins famous, j'ai envie de dire, que leurs confrères américains. En vrai, peut-être de comparer l'évaluation entre le S&P 500 et plutôt les entreprises canadiennes. Alors l'indice canadien de mémoire, je crois qu'il a une performance éclatée. Il fait vraiment pas un peu comme CAC 40. Le FTSE anglais qui a vraiment une performance pourrie. Mais il y a quelques entreprises au Canada qui sont vraiment sympas. C'est vrai que la majorité, ça fait pas rêver. Il y a énormément de bancaires au Canada, donc je pense que c'est pour ça que la première capitalisation, c'est Royal Bank of Canada. Je sais plus. Mais de toute façon, dans tous les pays, tu as des petites pépites. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que Mais ça faisait peut-être fuir aussi les gens, tu vois. Genre, ils se disent, l'indice canadien est pas si intéressant que ça, donc pourquoi s'intéresser aux actions canadiennes? Après, c'est moins suivi, donc en théorie, c'est moins valorisé aussi, même si. Elles sont pas gratos non plus. C'est PKC, c'est super cher. Ouais, c'est super cher. Sinon, après, pour revenir, on va aller du coup au cœur du sujet pour aider un petit peu les gens. Alors, c'est un peu la question phare de cette interview, c'est si vous aviez 5 en gros critères à nous partager, plutôt sur des critères vraiment du style qualitatif quality, lesquels de ces 5 est-ce que vous garderiez vraiment pour vraiment sélectionner des entreprises de qualité? Je pense qu'on va être d'accord sur les 5, mais je me lance. On commence peut-être par le tout dernier critère et puis ensuite on va jusqu'au meilleur. Comme ça on garde dans la laine tout le monde. J'ai envie de dire, déjà, il faut que l'entreprise elle génère du cash. Faut déjà... free cash flow, t'es plus free cash flow ou chiffre d'affaires? Je suis plus. Alors avant, j'étais plus résultat net. Ouais. Donc tu prends le chiffre d'affaires et t'enlèves tout, il te reste le résultat net. Et après, j'ai lu le long equity. Parce qu'en gros, juste pour vous expliquer, un long equity, c'est un fonds d'investissement. On en parlait juste avant. C'est un fonds d'investissement. De 100 pages. C'est le livre. En fait, c'est un fonds d'investissement qui a écrit 100 pages de sa méthode. Donc c'est vraiment top, c'est un fonds d'investissement privé anglais ou américain peut-être. Anglais. Un peu la perf de ce fonds ou pas? Il ne publie plus, c'est assez dommage. C'est à peu près 9% par an. C'est à peu près 9% par an net. Et c'est un fonds privé et vraiment, même si peut-être leur performance est en dessous de celle de Warren Buffett, enfin bref, voilà. Ça dépend des années après. Mais ça dépend des années, mais en tout cas, leur approche est vraiment excellente parce qu'ils utilisent uniquement le free cash flow en métrique. Donc le free cash flow grosse, le free cash flow ROC, etc. Enfin, free cash flow margin aussi. Voilà, le free cash flow margin, c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment donc un fonds d'investissement qui explique pendant 100 pages sa méthodologie que sur l'aspect quantitatif et que sur l'aspect des free cash flow. Donc déjà, une entreprise qui perd de l'argent, qui ne génère pas de free cash flow ou de façon trop cyclique, typiquement pétrolière, bancaire et tutti quanti, personnellement, je vais éviter. Ensuite, des entreprises, parce que j'ai fait au début l'impasse là-dessus, qui avaient un chiffre d'affaires pas forcément en croissance. Donc soit flat, soit décroissant. Et j'ai fait l'erreur d'investir dedans et en fait, sur le long terme, c'est ingérable. C'est ingérable. Par exemple, du Texas Instruments, du Nike, j'ai envie de dire aussi. Du Nike, voilà, ce sont des entreprises au top. Elles ont des avantages compétitifs, mais en fait, tu te rends compte que sur le long terme, si tu n'as pas de chiffre d'affaires qui est en croissance, à un moment, il va y avoir un problème. Ensuite... Peut-être Hugo, tu prends les 5. Moi, je t'ai lancé là. Non, mais effectivement, je suis d'accord, tu as la bottom line, donc que tu le mesures avec les free cash flow ou avec les EPS. Après, ça, c'est une question de choix. Mais globalement, c'est ce qui reste de l'argent à l'entreprise à la fin et ce qu'il y a de la croissance. Et la top line, donc le chiffre d'affaires, parce que pareil, si tu as de la croissance sur les EPS, c'est bien. Mais si tu as de la croissance sur le chiffre d'affaires, c'est essentiel. Et idéalement, tu veux que les EPS ou les free cash flow augmentent plus vite que le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'elle augmente ses marges. Mais si tu n'as pas de croissance de chiffre d'affaires, typiquement, si tu prends...
je sais pas moi, Total. Total, tu t'aperçois que sur les 10 dernières années, son chiffre d'affaires est pareil. Enfin, tu prends son chiffre d'affaires de 2008, c'est aujourd'hui, je crois qu'elle fait même moins bien que son chiffre d'affaires de 2008. En fait, c'est flat, elle n'a pas de croissance. Donc voilà, croissance, bottom line et top line. Les marges, super important, mais les marges, ça dépend de l'entreprise. Typiquement, 8% de marge sur Amazon, c'est super. 8% de marge sur Google, c'est pourri. Donc les marges, c'est super important. Et là, après, voilà, chacun, tu peux les mesurer de plein de manières différentes. Marge brute, opérationnelle, marge nette et marge free cash flow, qui est assez intéressante. Tu prends les free cash flow, tu divises par le chiffre d'affaires. Les retours sur capitaux. Donc là, pareil, il y en a plusieurs. Moi, j'aime beaucoup le ROIC, personnellement, celui que je regarde le plus. Idéalement, tu veux qu'il soit plus de 15%. Et quelque chose qui est vraiment important à vérifier aussi, c'est le WACC. Le Weighted Average Cost of Capital. Donc le coût moyen du capital, c'est-à-dire le coût que va payer une entreprise pour lever du capital, donc via la dette et via son equity. Et il faut que ce WACC soit inférieur au retour sur capitaux, donc idéalement inférieur au ROIC. En général, tu vas trouver des WACC entre 7 et 10% en fonction des entreprises. Si elle a un WACC de 8 mais qu'elle a un ROIC de 5, elle détruit de la valeur, elle détruit du capital, donc c'est pas bon. Tu utilises plus le ROIC que le ROCE du coup ? Ouais. Ouais, ok. Après, c'est une raison, assez similaire en soi. Parce que je le trouve plus, c'est assez similaire, mais je le trouve plus conservateur. Le ROCE a tendance à être plus élevé que le ROIC. Oui, tu remarques souvent sur les donc, trucs. j'ai plutôt tendance à me référer au ROIC parce que je le trouve plus conservateur. Ouais, de toute façon, le ROCE, en gros, pour expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent, ou ROIC, c'est l'argent, en gros, que va générer la rentabilité de l'argent par rapport à la dette que l'entreprise va emprunter et également l'argent apporté aux actionnaires. Donc, c'est tout ce qui est... c'est le retour aux actionnaires sous forme de rachat d'actions, sous forme de dividendes, etc. C'est un ROE, tu as juste le return on equity, donc c'est que les actions de l'entreprise. ROCE, je crois que ça prend l'ensemble de la dette de mémoire. C'est ça prend la dette et le moins les impôts en plus de ça. Le ROCE, ça prend l'equity plus la dette. Equity plus dette et plus dette court terme, je crois, il me semble. Et ROIC, ça prend equity plus la dette long terme et court terme. Je crois que c'est ça la différence entre les deux, mais je saurais plus. Et après, il y a le ROA aussi, Return on Assets. Après, si tu veux vraiment gagner, si tu veux vraiment être à fond sur ton analyse quantitative. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, je pense que dans votre portefeuille, si les entreprises que vous avez en portefeuille ont un ROIC supérieur au WACC, donc le WACC, vous êtes bien parti parce que du coup l'entreprise génère plus d'argent que son coût du capital. Du coup là ça en fait combien? On en a 4. Après j'ai envie de dire, tu vois, moi le dernier, tu vois, je mettrais la dette quand même. Ouais, la dette parce qu'après il y a pas mal de choses à regarder, tu vois, c'est comme non, mais je vous complique la vie en vrai, c'est compliqué. Non, c'est compliqué, surtout que ça dépend tellement des entreprises. Tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup le rachat d'actions. Le rachat d'actions, ça a double tranchant. Parce que tu vois, tu as du Snapchat qui a beaucoup dilué, qui a beaucoup racheté, mais qui a beaucoup racheté au plus haut. Je crois que PayPal avait fait ça aussi. Donc ils sont viandés total. Alors oui, ils ont racheté, c'est cool, ils ont racheté quasiment un tiers ou plus d'un tiers de leurs actions, mais ils les ont achetés au plus haut. Donc ils ont juste flambé tout leur trésor. Alors que des entreprises, peut-être comme Visa, elle rachète pas tellement. Je pense d'entreprises qui rachètent pas mal. Apple, ils sont forts. Apple, que ce soit haut ou bas, ils rachètent tout le temps. Parce qu'ils ont plein de cash aussi. Ils peuvent y aller. Tu relèves un bon point du coup par rapport au rachat d'actions. Souvent, tu vois, les gens, ils vont être un peu médiatisés, tu vois, en mode Apple a racheté tant de milliards d'actions, je rentre dessus. Mais ce qu'il faut bien regarder, c'est peut-être chaque année quelle est sa tendance. Est-ce que justement elle a racheté parce que c'était au plus haut et du coup elle a fait une mauvaise opération? Ou est-ce que quand tu prends depuis 2010, est-ce que l'action elle rachète progressivement? C'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut toujours mêler le quantitatif et le fondamental. Parce que quantitativement, c'est bien, elle rachète ses actions, etc. Plus de retour aux actionnaires. Ouais, mais si l'entreprise, comment elle rachète ses actions? Est-ce qu'elle les achète au plus haut? Donc, ça veut dire que le management n'est pas forcément super efficient. Donc là, tu peux te poser des questions aussi sur, leur CFO, etc. Voilà. Donc je pense que vraiment c'est très intéressant de mélanger les deux, le quantitatif et le fondamental, et de pas lésigner sur ni l'un ni l'autre, parce que de toute façon et surtout je trouve que ce qui est vachement bien, c'est d'observer les tendances. Typiquement sur 20 ans, si tu as les marges qui diminuent, c'est pas bon. Ou si tu as les retours sur capitaux qui diminuent, c'est pas bon. Et après peut-être en petit bonus, moi il y a 2 critères que j'aime de plus en plus, c'est le goodwill sur assets. Donc le goodwill, rapidement, c'est la différence entre le prix d'achat d'une entreprise et sa valorisation comptable. Donc en gros, quand une entreprise fait un rachat d'une autre entreprise,
Est-ce qu'elle surpaye ou pas la valeur comptable de l'entreprise? Donc plus elle a de goodwill en général, ça peut indiquer deux choses. Soit c'est juste une entreprise qui rachète beaucoup d'entreprises, type conglomérat, soit juste elle achète beaucoup trop cher et elle s'est viandée sur ses acquisitions. Est-ce que tu sais si LVMH par rapport à le goodwill de LVMH, parce que je sais Je crois qu'elle a pas mal de goodwill. Ils ont du goodwill important parce qu'ils ont racheté Tiffany assez cher. C'est ça, par exemple, Evolution AB a du goodwill aussi important parce qu'ils ont racheté Ezugi, ils ont racheté pas mal d'entreprises, mais ils les ont racheté cher alors qu'elles n'ont pas de croissance. Donc là aussi, tu peux te poser la question, avoir beaucoup de goodwill, pourquoi pas, mais encore faut-il que les entreprises qu'elles ont rachetées génèrent quand même de l'argent, de la croissance, etc. Et donc ça, après, tu le vois avec le ROCE, ROIC. Voilà, de toute façon, tu compares le goodwill de l'année là où ils ont racheté et tu regardes après la tendance de ce qui s'est passé. Par exemple, Tiffany, on sait aujourd'hui si ça a été bien ou pas bien. Ça a été moyen. Mais c'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas et que ça dépend de l'entreprise. Par exemple, les SBC, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est à la mode en ce moment. J'ai énormément de gens qui m'en parlent des SBC. Donc c'est les stock-based compensation, donc c'est les rémunérations en actions du management. Donc c'est quand une entreprise va payer ses employés avec des stock options. Ça c'est pareil, en fonction de l'entreprise, ça peut être bon et pas bon. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu une tendance en ce moment à diaboliser les SBC. Mais t'as un peu deux cas de figure. Toi, t'as l'extrême, genre Palantir, qui va verser plus de SBC que de free cash flow. C'est-à-dire que si tu prends son free cash flow et que tu enlèves les SBC et que tu calcules la marge free cash flow moins les SBC, tu as une marge négative. C'est-à-dire que l'entreprise rince plus de SBC qu'elle n'a de free cash flow. Alors qu'en plus, elle ne gagne même pas d'argent. Palantir, pour ça, c'est une catastrophe. Et à l'inverse, tu as Google qui a un ratio SBC sur free cash flow qui est assez élevé, c'est à peu près 30%. Mais en même temps, Google, elle est assise sur une montagne de cash. Elle verse un dividende, elle rachète ses actions. Elle a des marges impressionnantes, elle a une croissance à 2 chiffres et elle est dans la tech, donc forcément, en plus dans l'IA, si tu veux garder les talents, tu es obligé de les rincer, sinon ils partent chez Meta ou ailleurs. Justement, en parlant de... Parce que là, c'est un peu des signaux qui t'envoient de la boîte qui peuvent être un peu alertants. Quels sont, vous, les signaux qui vous poussent de manière assez courte, les gars, parce que c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Quels sont les signaux qui vous poussent vraiment à dire cette action-là, elle est pas bonne, faut peut-être passer à autre chose, c'est vraiment alerte rouge? Déjà, scandale. Un scandale sur les médias? Déjà, un scandale sur les médias. Par exemple, moi, je suis encore investisseur, malheureusement, chez United Health. Ça, c'est dur. Donc là, en ce moment, elle s'est faite découper. Il y a eu pas mal de scandales sur les médias, etc., comme quoi ils ont surfacturé. Là, déjà, c'est un premier hic. Donc là, ça pourrait me pousser à revendre. Ensuite, tout simplement, c'est la qualité de l'entreprise qui baisse. Donc là, ça peut se mesurer au niveau du quantitatif. Tout simplement un ROIC qui est en baisse constante. Là, tu te dis, c'est factuel. L'entreprise génère de moins en moins de cash. Il y a de moins en moins de retours sur capitaux pour les investisseurs. Là, tu peux te poser la question, déjà pour savoir pourquoi. Et généralement, la réponse, elle est assez vite répondue. Donc, tu revends. Pour faire très simple, une entreprise qui commence à vraiment diluer ses actionnaires, tu vois, tout ça, moi, j'en suis pas très friand. Donc, je vais avoir tendance à revendre. Mais vraiment scandale, en vrai c'est vraiment le premier truc qui me fait revendre une action. Si je vois que ça commence à partir en cacahuète, le CFO qui démissionne brusquement, etc., là tu peux te poser la question, il y a un pépin, quoi. C'est vrai que c'est un indicateur aussi qui est assez bon. C'est, je sais pas si vous avez vu aussi ce graphique, alors je sais plus d'où il vient, s'il vient de Morgan Stanley ou de JP Morgan, la courbe qui montre aussi que quand les fondateurs sont encore dans la boîte depuis plus longtemps, les founders, je sais plus comment on appelle ça, lead founder, skin in the game, il y avait deux courbes, quoi. Donc on voit vraiment ceux qui sont encore dans la boîte, il y a plus de retours, c'est plus performant que ceux justement qui font... qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, en tout cas, qui changent tout le temps quand il y a du turnover. Donc ça peut être un indicateur, un signal, tu penses? Alors pour ma part, oui, mais oui et non, parce que ça dépend des entreprises. Par exemple, Palantir, c'est le fondateur, mais la vérité, c'est que c'est horrible. Mais Applied Materials, l'entreprise des semi-conducteurs, tu vois, c'est pas le fondateur, mais il est là depuis ultra longtemps. C'est ça. Et tu peux aussi avoir des CEO non fondateurs, mais qui ont, entre guillemets, fait la société. Si tu prends Canadian Natural Resources, à la base, c'était une pétrolière tout à fait moyenne au Canada. Et alors, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais l'ancien CEO de la société qui est resté là pendant 15 ans, c'est vraiment lui qui a construit la société, qui a racheté tout ce qu'il pouvait en Alberta au niveau des sables bitumineux et qui a instauré une politique de retour aux actionnaires massive via le dividende de leur achat d'actions. Pour ça, c'est vraiment une entreprise exemplaire. Donc, c'est pas forcément le fondateur en fait qui va façonner la société,
mais ça peut être un CEO marquant, genre Texas Instruments. Le CEO qui a fait la société, c'est pas le fondateur, c'est je sais plus comment il s'appelait là. C'est le CEO qui est resté pendant 20 ans entre 2000 et 2020 grosso modo chez Texas Instruments et qui a fait de Texas Instruments une machine à cash avec une grosse politique de rachat d'actions. Ils ont vendu toutes les filiales qui rapportaient pas d'argent, ils se sont concentrés sur les puces analogiques et voilà, donc c'est pas forcément le fondateur de la société qui va faire de la société. On peut parler d'Elon Musk dans Tesla. Ah ouais. Ça aussi, on peut en faire tout un podcast. Est-ce que c'est un bon fondateur ? Est-ce que c'est un bon CEO ? Parce que ce qui est différent. Pour moi, je pense qu'il a fait, alors c'est mon avis personnel, je pense qu'il a fait une connerie en allant sur le plan politique avec Trump. Aussi. Parce que je pense que ça se divise beaucoup de personnes, ça divise beaucoup d'actionnaires et il pompe du temps dans là où il n'est pas forcément bon. C'est pas sa zone de génie. Sa zone de génie, c'est tout ce qu'il peut créer. La création. Tesla, sa création, et voilà. Est-ce que vous avez, excusez-moi les gars, parce que peut-être que vous aurez voulu enchérir un peu plus sur Tesla, mais est-ce qu'il y a d'autres peut-être signaux, Hugo, notamment, est-ce que tu en as un pour toi qui est c'est mort, quoi. Tu te dis faut revendre à ce moment-là. Alors j'avoue que j'ai jamais eu le cas de faut revendre parce qu'aujourd'hui, donc moi personnellement, je suis pas en bourse depuis hyper longtemps, depuis mi-2023 pour le stock picking. Les 3 seuls cas où j'ai revendu des positions, c'est juste moi qui ai fait n'importe quoi, qui a acheté trop cher, donc je me suis dit je revends et puis on repart sur de bonnes bases. Mais là c'est vraiment pour le coup ma faute, quoi. C'est pas la faute de l'entreprise. Donc aujourd'hui j'ai jamais eu le cas. Je dirais que la seule entreprise de mon portefeuille aujourd'hui sur laquelle j'ai un peu des red flags, c'est Evolution AB. Mais ce qui est assez chiant avec cette entreprise, c'est qu'il y a des green flags, si on peut dire, et des red flags. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir des chiffres excellents et, enfin même aujourd'hui, bon, la croissance c'est plus trop ça, mais tu vas avoir un investisseur qui va prendre 16% du capital en moins d'un an dans la société. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais bref, donc ça c'est plutôt un signal positif. Et de l'autre côté, je trouve que le management est hyper opaque sur ce qu'ils font, sur les décisions qu'ils prennent, notamment tous les problèmes qu'ils peuvent avoir en Asie avec les cyberattaques, tout ça. Et c'est vrai qu'un management qui est flou et qui tourne un peu autour du pot sur les questions, qui veut pas vraiment... Ça, on l'a vu dans la transcription. Ouais, c'est vrai que sur la transcription, c'est vrai qu'on l'avait vu en plus. Ils sont hyper transparents, je trouve, Evolution AB. Je sais pas moi par rapport à ça, mais tu sais, ils avaient bien dit que les marges vont être grignotées parce que justement, ils investissent dans la cybersécurité. Du coup, il y a un peu moins. Non, tu trouves que c'est pas très transparent? Moi je trouve qu'ils sont pas assez transparents, justement, parce qu'ils sont hyper flous. Ils ont des problèmes, par exemple, avec les cybersécurités, mais ils nous disent pas concrètement où. Comment, quels sont les problèmes, comment ils vont les régler. Donc, pareil, entre les marchés régulés, les marchés non régulés, ils donnent pas les marges. Ils donnent pas non plus les marges entre les différentes régions. En fait, déjà que c'est un secteur qui est opaque, tu vois, les jeux d'argent, ils arrangent rien en camouflant. En fait, il faudrait que ça soit une entreprise qui en dise un peu trop qu'une entreprise, par exemple, je sais pas, qui essaie de cacher leur avantage technologique, tu vois, des trucs, des Apple qui en disent pas trop pour pas être concurrencés. Mais franchement, Evolution AB, ils ont tellement une grosse épine dans le pied parce que ils sont sur le, sur le secteur, le pire secteur, quoi, le jeu d'argent. Après les clubs, je crois, c'est vraiment le pire. Et ils devraient vraiment vendre leur business et pas hésiter à en dire trop, quoi. Tu vois, comme tu as dit, le calcul des marges, etc., dans marché régulé, non régulé, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un signal, ce que tu dis, c'est super intéressant, dans la mesure où c'est aussi difficile pour l'investisseur, tu vois, de repérer ces phrases et ce manque de transparence. Parce que du coup faut lire un peu les transcripts, faut lire un peu le bulletin, donc ça peut être assez difficile. Ce qui peut être intéressant là du coup c'est peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour justement vous mettez peut-être le rapport et peut-être dire est-ce que, je sais pas quel prompt est-ce qu'on peut utiliser, mais je pense qu'on ira de plus en plus sur ça. Et justement on parle d'IA, ça fera une superbe peut-être transition. Est-ce que vous pensez que l'IA pourra un jour... Parce que franchement, là, on tombe sur des trucs de fou. En fait, il faut voir l'évolution qu'on a eue sur l'IA en 3 ans, en 2 ans, même pas, c'est incroyable. Est-ce que vous pensez que l'IA va pouvoir anticiper un peu les mouvements de marché et va pouvoir, peut-être, je sais pas, restructurer toute la façon de penser de la bourse? Je sais pas, ça me paraît tellement... En fait, il y a plein de questions que je me pose dans la tête, mais je sais... Vous pensez que l'IA peut perturber la bourse, en gros, grosso modo? Alors, je pense que l'IA peut perturber la bourse, en tout cas le stock picking, ça c'est sûr. Après, prévoir l'avenir, honnêtement, je pense pas. Okay. Parce que savoir si une entreprise
Parce qu'en fait, derrière tout ça, c'est pas forcément une machine qui achète, c'est surtout les humains qui achètent, qui prennent les décisions, etc. Encore, ça se décide. Mais on sait, sur le court terme, il n'y a pas plus inefficient que la bourse. Enfin, c'est n'importe quoi les jours. Enfin, il y a des actions qui peuvent baisser de tu regardes juste 10... le 7 avril. Tu vois, ça, il y a des actions qui peuvent baisser de 10-20%, que les fondamentaux sont pareils qu'avant-hier. Ouais, c'est ça, il suffit que Donc, Trump fasse les droits de douane, tu vois, ça chute, c'est ça. pas, Donc sur le long terme, enfin sur l'avenir, je pense pas que l'intelligence artificielle va savoir que UNH va perdre, enfin United Health va perdre 20% après-demain. Donc sur ce point de vue-là, non. Par contre, est-ce que l'intelligence artificielle va devenir notre meilleur ami, si ça ne l'est pas déjà, sur l'aspect analyse fondamentale et quantitative, parce que c'est bien d'avoir un screener, d'avoir toute une checklist, etc. Mais encore faut-il l'analyser et la comprendre, tu vois, par rapport à l'action. Parce que analyser ExxonMobil, c'est très différent d'analyser Meta, tu vois. Donc, le fait d'analyser l'aspect quantitatif, tous les chiffres, de les mettre ensemble, de comprendre le pourquoi du comment, le ROIC supérieur au WACC, ça veut dire que ça est nanani. Je pense que là, l'intelligence artificielle a vraiment tout pour nous, dans le sens où tu vas pouvoir lui balancer le graphique avec toutes les données, ils vont t'analyser et tu auras toute la checklist. Bah écoute, tu peux acheter cette action, juste faire un discounting de cash flow, un DCF, etc. Tout ça, c'est long à faire, c'est pas forcément super sympa à faire d'ailleurs. Bon, bah là, la vérité, c'est que ChatGPT, Gemini ou Grok ou ce que tu veux peut te le faire en une requête. Tu peux même leur demander un reverse DCF. J'ai envie de dire, c'est du temps de gagner, alors que les données, de toute façon, les données, elles sont toutes accessibles, mais juste, tu gagnes beaucoup de temps. Donc moi, je pense que ça peut être plus un grand ami qu'un grand ennemi, dans le sens où on va pouvoir gagner beaucoup, beaucoup de temps sur nos analyses et beaucoup plus vite switcher d'action. Voilà, l'entreprise, si on se rend compte qu'elle est trop chère, bon, bah hop, on passe à une autre. Okay. Ouais, je vois très bien. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses alors moi, niveau bourse, je pense pas que l'IA va fondamentalement changer la bourse. Si je te prends un exemple, on n'a jamais eu autant d'ETF aujourd'hui et d'investisseurs passifs. Bon, ça n'a pas empêché les marchés de me perdre de 15% en une semaine après les doigts de douane de Trump. Donc je pense pas que, dans tous les cas, in fine, celui qui achète, ça sera toujours un humain et tu auras toujours de l'émotionnel dedans. Par contre, et ça j'en suis persuadé, dans 5 ans, les métiers devant un ordinateur n'existeront plus. Ça, honnêtement, je pense que 80 ou 90% des métiers qui sont aujourd'hui basés devant un ordinateur n'existeront plus. Et quand tu vois la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui, ce que Google nous a pondu la semaine dernière, magnifique. C'est monstrueux. Tu regardes les exemples de code qu'ils te donnent. Moi, mon métier d'il y a quelques années, je pense que dans un an, il n'existe plus. Le métier de développeur aujourd'hui, Quand tu vois même Claude 4, là, ce qu'ils ont sorti là, sur du code, on avait testé, c'est un truc de dingue, monstrueux. Ça va super vite. Tu tapes 2 lignes, il te sort un truc à peu près potable. Bon, il y a quelques bugs, mais ça a été. Moi, je trouve qu'en 2 ans, c'est terminé. Même tout ce qui est traitement de données, fichiers Excel. Ça va super vite. Et bon, juste dernière question, je pense qu'il doit nous rester 2-3 minutes à peine, les gars, donc excusez-moi si on coupe aussi vite. Mais la dernière question, c'est plus sur une structure globale de portefeuille, parce que c'est vrai qu'on on parle beaucoup d'ETF, on parle beaucoup d'actions aussi, mais du coup, nous, là, notre intervention, ça a été principalement sur des actions à dividendes. Donc pour vous, est-ce qu'un débutant, quel est le portefeuille idéal pour un débutant, malgré tout ce qu'on a dit? Est-ce que vous pensez que les ETF doivent quand même être intégrés à un portefeuille en bourse, ou est-ce qu'on doit faire que des actions? Est-ce que vous pondérez plus pour un débutant, je parle toujours, plus actions ou plus ETF? Comment est-ce que vous voyez grosso modo ce que j'aime bien dire, c'est une sphère financière? Quelle est votre pondération idéale, le portefeuille idéal pour un débutant avec tout ce qu'on a souligné depuis? Moi j'ai envie de dire, déjà forme-toi bien. Formez-vous. Et après vois ce que tu sais faire. Après, honnêtement, si c'était à refaire, j'aurais tout mis en ETF, et plus j'acquiers des compétences, plus je me mets en stock picking. Alors que moi, j'ai fait l'inverse, j'ai acheté beaucoup d'actions, n'importe quoi, après j'ai fait des ETF, après j'ai racheté des actions moyennes, etc. Donc honnêtement, je mets de l'ETF, et plus j'apprends, plus je m'intéresse, plus j'apprends des nouvelles choses, plus je me mets en stock picking, parce que c'est quand même plus intéressant que faire du DCA sur du S&P 500. Je suis d'accord, ok. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je dirais si vraiment tu commences les ETF en une après-midi, tu as compris ce que c'est, tu peux te former, c'est pas la mer à boire, donc 100% ETF au début peut-être,
Et ensuite, petit à petit, peut-être commencer sur du stock picking. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, je fais plus que du stock picking, tu vois, j'achète plus d'ETF. Mais c'est parce que on passe tous nos journées à faire ça, c'est normal. Mais ouais, je dirais qu'en fait, pour acheter des actions, il faut vraiment se faire ses propres convictions. Et ça, c'est quelque chose qui a souvent du mal à rentrer, je trouve. Tu vois, par exemple, sur YouTube, on dit toujours que c'est pas des conseils en investissement, mais tu as toujours des gens. Toi, typiquement, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur Novo Nordisk pour dire pourquoi aujourd'hui, j'achèterai pas Novo Nordisk. Et tu vois, j'ai changé d'avis par rapport à il y a 3 ans où je disais que c'était une entreprise de qualité. Mais avec du recul aujourd'hui, la pharma, tu vois, jamais j'achèterai de la pharma pour plein de raisons. Et tu vois, j'ai quelqu'un dans les commentaires, par exemple, qui m'a dit « Ouais, tu disais il y a 3 ans que c'était bien, machin et tout. » Et t'as bien suivi quand même, hein. Ouais. Suivi depuis longtemps. Mais, enfin 3 ans, non, 1 an et demi. Je sais pas pourquoi je dis 3 ans. Mais tu vois, c'est vraiment ça, c'est avoir ses propres convictions. C'est pas parce que tu as telle ou telle personne sur Internet qui dit que Novo Nordisk c'est bien ou pas bien que tu dois changer d'avis sur l'action, que tu dois la revendre, que tu dois l'acheter. C'est vraiment toi qui dois prendre la décision. Et ça, c'est le plus dur. Donc, tant que tu n'as pas de conviction, que des ETF. Ouais. Et je dirais aussi un peu de Bitcoin. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Au moins 1%. Tu sais pas quoi faire, achète du Bitcoin. Quoi. Ouais, ce qu'on recommande souvent, c'est 10% de crypto, 5%. Ouais, c'est bien. Je pense que si vous aimez bien la technologie, mais je pense que vous avez l'air d'aimer tout ce qui est IA. Je te jure, blockchain. Si c'était à refaire, j'aurais fait 100% Bitcoin et progressif et progressif ETF. Bitcoin. Et progressif stock picking. Ah ouais, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars pour votre intervention. Et comme disait, voilà, les convictions, je pense que comme disait Warren Buffett, tu vois, si on n'est pas sûr de garder une entreprise au moins 10 ans, bah n'essayez même pas de l'analyser. Je pense qu'il faut au moins avoir ça dans la tête. Donc vraiment, encore merci les gars pour votre intervention. Je pense qu'on a partagé vraiment beaucoup de valeurs, plein de choses. Je vous mettrai de toute façon le lien de leur chaîne, également de leur outil sera en lien dans la description. Donc voilà, vous verrez tout ça. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez surtout à laisser un pouce vert et à vous abonner à la chaîne de Sequoia. On se retrouve très vite. Les gars, à très bientôt. Salut, merci. Salut, ciao.